Nous allons entendre Rossana Guglielmetti qui enseigne à l'Université degli Studi de Milan où elle est spécialiste de philologie et de littérature latine médiévale. Ses recherches ont porté sur la patristique latine, la philologie médiévale, donc la transcription et édition de textes médio-latins et exégétiques. Elle a travaillé en particulier sur la Navigatio Sancti Brendani et ses versions vernaculaires, sur les visions latines du Haut Moyen-Âge, sur les variantes d'auteurs de Jean de Salisbury. Elle a étudié la tradition exégétique du Cantique des Cantiques, édité Alcuin, édité et traduit en italien Juste d'Urgel, et Gilbert de Stanford. Sa thèse de doctorat portait sur la tradition manuscrite du Polycraticus de Jean de Salisbury, un auteur sur lequel elle a poursuivi depuis une vingtaine d'années maintenant ses travaux. Et c'est de cet auteur qu'elle va nous parler dans son intervention intitulée L'atelier de Jean de Salisbury, les variantes d'auteurs du Polycraticus et leur parcours dans les premiers manuscrits de l'œuvre. Je vous remercie beaucoup de cette présentation et je remercie toutes et tous les organisateurs pour m'avoir invité à parler parmi vous. C'est un honneur et j'espère que mon français ne sera pas trop désagréable. Le cas que nous allons traiter est l'un des plus favorables pour étudier de près le processus créatif et les conditions de travail d'un auteur du Moyen-Âge. Il faut garder à l'esprit qu'à cette époque, la relation entre un auteur et son œuvre est plus fluide que dans l'Antiquité ou après la naissance de l'imprimerie. Il y a bien un moment où l'auteur juge son texte prêt à être diffusé, mais cette diffusion se fait d'abord à travers un premier groupe de quelques exemplaires, ou un tout seul, confectionné pour des destinataires précis. Et le texte lui-même peut être plus ou moins différent selon la destination, évoluer dans le temps. Il n'est pas rare que la tradition porte des traces de variantes d'auteurs qu'il faudra reconnaître en les distinguant des innovations générées par la normale transmission manuscrite. Le plus souvent, ces premiers stades de circulation sont peu ou pas documentés. Avec Jean de Salisbury, au contraire, nous sommes en mesure de le suivre avec une précision exceptionnelle, grâce à des manuscrits qui témoignent à la fois des premiers parcours de diffusion de son Polycraticus et des strates de révision finale que l'auteur a effectuées lorsque la diffusion avait déjà commencé. Quelques mots avant tout sur notre auteur. Jean représente bien l'élite intellectuelle cosmopolite qui gravite autour du monde des cours et des universités au XIIe siècle. Né dans le sud de l'Angleterre, il fait ses études à Paris et à Chartres, se forgeant une culture parmi les plus remarquables de son temps. Rentré en Angleterre en 1148, il devient secrétaire dans la curie de l'archevêque de Canterbury, Thibaut, sous le règne d'Henri II Plantagenet. Une période complexe pour les relations entre la couronne et l'Église d'Angleterre, en raison de la volonté du roi d'étendre les prérogatives royales en matière de fiscalité et de justice aux ecclésiastiques. Le Polycraticus naît justement dans le contexte de cette tension croissante, entre 1156 et 59, année au cours desquelles Jean compose également son autre œuvre majeure, le Métallogicon. Ces 8 livres développent une vaste réflexion sur l'exercice de la souveraineté, dans laquelle Jean, érudit et intellectuel, tente à sa manière d'orienter les événements du présent, en rappelant le roi à ses devoirs et à ses responsabilités. Mais au-delà du contexte ponctuel, l'ouvrage a le mérite de mettre en place un discours universel, fondé sur un nombre extraordinaire de lectures et de citations de la tradition classique et patristique. Une profondeur qui lui assurera un grand succès dans les siècles suivants. Le traité est dédié à celui qui était à l'époque le chancelier du roi et co-responsable de sa politique, Thomas Becket. Paradoxalement, ce même Becket qui plus tard, devenu archevêque, défendra les prérogatives de l'Église contre Henri, au point d'être exilé avec Jean lui-même, puis assassiné.
Le prologue et le dernier chapitre situent précisément le moment de cette dédicace lors du siège de Toulouse. Un malheureux exploit militaire d'Henri qui dura du juin au septembre en 1159 et pour lequel le royaume avait subi une imposition particulièrement onéreuse. Cette poignée de mois nous donne donc la limite de la rédaction de l'ouvrage. Qu'est-ce que nous apprend la tradition manuscrite sur les dernières étapes de l'élaboration du texte? Le Polycarticus connaîtra une grande fortune, plus de 120 exemplaires ayant survécu. Mais ce qui nous intéresse sont une dizaine de copies datant du premier demi-siècle, dont certaines sont strictement contemporaines de l'auteur. Le Stemma Codicum que je vous présente est le résultat de l'examen de tous ces manuscrits et d'une sélection de manuscrits plus récents. Il est construit selon les critères de la philologie stemmatique basée sur l'analyse des erreurs et comprend, sous un archétype, 4 familles. Les deux plus à droite, siglées Mi et Xi, sont anglaises. Ensuite, Xi a aussi une diffusion en France et en Italie. À l'extrême gauche, Epsilon est presque entièrement française, à l'exception d'un seul manuscrit, S, qui est le plus important que nous connaissons parce qu'il s'agit de la copie personnelle de Jean. Une copie qu'il avait fait réaliser à Canterbury, à ne pas identifier avec l'original, et qu'il légua à la cathédrale de Chartres où il fut évêque dans les dernières années de sa vie, d'où la descendance française. Mais aussi les manuscrits de l'autre branche d'Epsilon, comme nous le verrons, ont un lien avec l'auteur car ils sont rattachés à son exil et à celui de Becket. La 4e famille dépend d'un exemplaire conservé, C, qui fut la copie de Thomas Becket. Parmi ces descriptifs, les manuscrits A et B, nous le verrons, sont aussi des copies liées au cercle de Jean et Thomas. Toute sa descendance est anglaise. Vous avez peut-être remarqué des petites étoiles à côté de certains manuscrits, dont l'archétype. Elles désignent les variantes d'auteurs qui ont rejoint le texte de ces exemplaires, flanquant ou remplaçant la première version. Nous sommes en mesure de suivre assez bien leur parcours parce que nous les voyons matériellement annotés sur les manuscrits les plus anciens conservés, ce qui nous permet de déduire ce qui s'est également passé dans les intermédiaires perdus. Leur répartition est capricieuse, irrégulière, ce qui n'a pas manqué de compliquer leur analyse. Un point de départ fondamental pour le connaître est cependant le manuscrit S, l'exemplaire que Jean gardait avec lui et qu'il a utilisé précisément pour effectuer une révision immédiate du texte nouvellement achevé. Pour effectuer la plupart de ces opérations, Jean s'est appuyé sur un scribe que j'appelle S2. D'habitude, il efface par grattage la première version pour la remplacer avec le nouveau texte, normalement un texte plus long. Vous en voyez un exemple dans cette page. De cette manière, l'espace libéré par la suppression des lignes précédant et suivant le segment à ajouter peut être occupé par la réécriture de la partie effacée et de la nouvelle partie, dans des lignes plus serrées. Parfois, c'est une autre main qui intervient avec de petites additions en marge, et il y a de bonnes raisons de penser qu'il s'agit de Jean lui-même. L'ensemble de ces interventions englobe 2 catégories de modifications très différentes. Certaines sont de simples corrections de fautes de copie, qui ne font que remettre le texte dans l'état où il aurait dû se trouver dès le départ. Rappelons que S n'est pas l'original, mais seulement une copie, entachée comme toutes les autres de ses propres erreurs, des erreurs héritées des passages précédents. Beaucoup, cependant, sont des véritables variantes d'auteur. Et c'est sur celles-ci que nous allons nous pencher. Parmi les dizaines de retouches que Jean impose à son texte, un petit groupe touche le cœur de la matière politique d'actualité. Jugement sur le roi Henri II et son chancelier Becket, qui devient plus amer et désenchanté. La plupart consistent en des additions ou de mise au point de citations érudites et d'exemples. L'impression est que Jean a revérifié ses sources ou qu'il a trouvé des arguments supplémentaires pour enrichir son discours.
Nous verrons deux exemples qui, en plus de représenter les deux types de variantes, nous permettent d'observer cette irrégularité de distribution dans les manuscrits que j'ai mentionné plus haut. Le premier passage appartient à un chapitre qui retrace l'histoire récente de l'Angleterre et fait l'éloge des exploits militaires de jeunesse d'Henri II. Nous le voyons dans le manuscrit S, où les nombreuses retouches apparaissent clairement tant dans le texte, avec les grattages et réécritures de S2, que dans les marges, où intervient la main appartenant probablement à Jean lui-même, S3. L'agrandissement montre les deux cas. Le test de l'exemplaire que vous avez reproduit le résultat final des modifications imposées au test. Nous n'allons pas le lire, rassurez-vous, mais vous pouvez voir le nombre de variantes que le test a connues. La version originale du texte était celle que vous voyez dans le camp, reconstituée par mes soins et qui n'est plus attestée dans aucune copie en réalité. Je paraphrase les contenus sans traduire. C'est justement ici que l'on commence à parler d'Henri. Les Neposilius, au début du texte, c'est lui, Henri, en des termes extrêmement élogieux. Le meilleur roi que l'île ait jamais eu, doté dès son plus jeune âge des vertus les plus splendides. Face à ses ennemis, il se montre à la hauteur de l'empereur Théodose II, que les historiens comparent à Alexandre le Grand. Il met en déroute ses adversaires avec un esprit féroce et une grande habileté militaire. Ceux qui occupaient le royaume sont contraints de se rendre. Il parle d'Étienne de Blois, le roi précédent. Il serait long de continuer à énumérer des exploits aussi valeureux. Même les grands historiens de l'Antiquité tardive, Orosius et Gisippus Taurus, auraient du mal à leur rendre justice. Mais voyons ce que le texte est devenu après les interventions de l'auteur et comment les autres manuscrits se portent. En gras, les ajouts sont mis en évidence. Deux sont de la main de S2 et ont impliqué le grattage et la réécriture d'un passage préexistant, les parties soulignées. Les autres sont placés dans le marge par S3. Les deux premiers ajouts sont constitués d'autant de phrases hypothétiques, remettant en cause le fait qu'Henri continue à connaître autant de succès, soutenu de la grâce de Dieu. Si collata eiam gratiae virtutum infine qua eserint merita. Si iuxta praecedentis gratiae cursum sibi Dius serint prospera. La même chose en d'autres termes. En calculant la proportion entre le test précédent et le test final, il est facile de deviner que celles-ci sont les deux parties insérées. Tous les autres manuscrits partagent la version retouchée. À ce stade vient S3. Henri n'est plus assurément l'égal d'Alexandre, mais il a été qualifié de tel, et il faut espérer qu'il mérite encore la comparaison. En gras encore, quandoque dictus sit non esse, et utinam nunquam inveniatur inferior. Il y avait là un non inveniatur inferior, avant. Et ces victoires ne sont plus dues à lui, mais à l'intervention de Dieu et au péché de ses ennemis. Fortiori manu, avant, fortiori manu divini auxilii, après. Étienne est vaincu, exigentibus culpis, c'est-à-dire c'est Étienne de Blois qui a perdu, ce n'est pas Henri qui l'a battu, c'est subtil. Enfin, une remarque amère sur le fait que l'évolution d'une personne après sa prime jeunesse est une source d'inquiétude, et il faut espérer que les bonnes personnes n'ont pas à la craindre. C'est la phase finale.
ceterum adolescentiae exitus aliquibus suspectus est et tutinam frustra abonis timeatur. Somme toute, la figure du jeune roi, déjà compromise par les premières interventions de S2, en ressent très dévalorisée et assombrie par des ombres sinistres. Il est facile d'imaginer que ce sont les événements les plus récents, le siège inconsidéré de Toulouse, qui ont inspiré la déception croissante de Jean à l'égard du roi. Cette fois, une partie seulement des autres manuscrits est alignée sur la dernière version. Pas moins de 2 familles, Mi, représentées par les 2 manuscrits F et T, et Xi, selon le manuscrit le plus ancien et le plus conservateur M, ne contient pas les ajouts de S3. F, vous le voyez, les reçoit de la main d'un correcteur dans la marge, donc après. Et il en sera de même pour les autres branches de la famille Xi. Cela non seulement confirme que le test a été retravaillé en plusieurs étapes, mais suggère aussi que Jean n'avait peut-être pas l'intention que chacune de ces interventions rejoigne toutes les copies existantes, basées sur la version antérieure. Si nous reprenons le stemma, voici le chemin que les données nous amènent à tracer. La première version était présente dans l'archétype et au moins dans le sous-archétype epsilon, le père de S. Jean a fait réaliser la deuxième version sur le manuscrit S par S2, a ensuite procédé à une nouvelle révision, c'est-à-dire les variantes S3, enfin a veillé à ce que les mêmes modifications soient reportées sur l'archétype et sur epsilon, parce que l'autre branche de la même famille les incorpore déjà. À première vue, on pourrait penser que les 3 autres familles ont été copiées sur l'archétype, alors que celui-ci avait déjà reçu au moins les variantes de S2, mais d'autres passages de l'ouvrage montrent que ce n'est pas le cas. Pas toujours au moins. Aucune des familles n'incorpore d'emblée toutes les interventions de S2, ce qui signifie qu'elles sont probablement aussi parvenues au sous-archétype par des voies différentes, c'est-à-dire par des communications et des révisions ultérieures. Nous en avons la preuve dans le second passage que je vous soumets, vous l'avez dans votre exemplaire, dans la même page, qui est un exemple des additions à caractère érudit. On discute de l'éclipse qui s'est produite pendant la Passion du Christ, pour prouver qu'il ne pouvait s'agir d'un événement naturel. L'argument proposé dès la première version est que la Lune n'a pas pu se trouver dans la bonne position pour intercepter le Soleil. La tentative des Juifs de justifier le fait par une interposition non pas de la Lune, mais de Vénus, doit être jugée absurde en tant que contraire à la raison, à la foi, et ne s'appuyant sur aucune autorité. Après cela, le discours passe à toute autre chose. Mais voilà que Jean, après avoir achevé le test sous cette forme, découvre les œuvres du pseudo-Denis l'Aréopagite, soi-disant témoin oculaire de cette éclipse, qui confirme que c'est bien la Lune qui est passée devant le Soleil. Voilà l'auctoritas définitive. En plus d'une observation purement rationnelle sur l'impossibilité pour Vénus de produire cet effet, il ajoute donc le témoignage de Denis. C'est toute la partie que vous voyez en gras. Bon, qu'est-ce qu'il arrive dans les manuscrits? Comme d'habitude, sur S, c'est S2 qui gratte le texte précédent et réécrit la version augmentée. Dans C, le manuscrit de Beckett, la section était absente et est ajoutée dans la marge par un correcteur ultérieur, bien que ce soit le manuscrit qui contient déjà la plupart des variantes de la deuxième rédaction du texte, celle-ci et quelques autres étaient manquantes. En passant, je note qu'une autre citation du pseudo-Denis y est insérée dans l'autre œuvre de Jean, le Métallogicon, qui est copié après le Polycraticus. Vous le voyez dans la seconde moitié de la page. La famille Mi n'a pas non plus cette session, mais dans le manuscrit F, elle est récupérée par le correcteur que nous avons déjà rencontré. Dans la famille Xi, elle est absente du test de base de Mi, Rho et Z,
qui la récupère de différentes manières. Dans la marge M, le voilà, et aussi O, dans la marge inférieure, à la fin du chapitre Z. C'est-à-dire qu'elle n'était pas dans le sous-archétype dès le départ, mais qu'elle y a été ajoutée et a été transmise maintenant dans les marges, maintenant incorporée au texte dans le passage suivant. Une fois de plus, un essai de trajectoire irrégulière et complexe de ces variantes. Mais question inévitable, comment est-il raisonnablement possible que les variantes se soient déplacées à ce point le long de différentes branches d'une tradition déjà lancée? En d'autres termes, comment Jean a-t-il pu exercer un tel contrôle sur cette tradition? Pour que la reconstitution que j'ai présentée soit plausible, deux conditions sont nécessaires. Que de nombreux exemplaires aient été produits simultanément dès le départ et que l'auteur ait eu la possibilité de les faire modifier. Les deux conditions ont existé, à en juger par un certain nombre de données et d'indices. Jean se trouve dans une position plutôt favorable. Secrétaire de l'archevêque et auteur d'un traité militant défendant les intérêts de l'Église, il peut certainement compter sur la pleine disponibilité des deux scriptoria de Canterbury, celui de la cathédrale et celui du prieuré. Encore, avant même d'entamer une publication officielle, il fait ce que beaucoup d'écrivains de l'époque faisaient, à savoir soumettre une version de test à l'appréciation de quelques amis de confiance. Nous le savons grâce à la lettre qu'il a adressée à son ami français Pierre de Selle, destinataire de cette version d'essai. Et il n'est pas le seul. A vobis amicis desiderat emendari, vobis pluriel, et il raconte que un autre destinataire, Fur ille cantuariensis Brito, avait eu son exemplaire. Il en rappelle le mauvais comportement. Ce William Brito, William le Breton, avant de lui rendre finalement l'exemplaire reçu, en a fait une copie clandestine. Nous apprenons ainsi trois choses. Un manuscrit a été réalisé pour soumettre le test à William, peut-être le même que celui envoyé plus tard à Pierre, si ce n'est pas un deuxième. Celui-ci a produit un descriptus, mais il faut en imaginer au moins un troisième ou quatrième, car il est inconcevable que Jean n'ait pas gardé aussi une copie soignée pour lui-même. La composition du Polycarticus, je le rappelle, avait pris 3 ans et n'avait pas été linéaire aux données. Ce que l'on peut appeler l'original ne devait pas se présenter sous la forme d'un beau manuscrit propre, bien lisible, mais d'un dossier de matériaux provisoires. Le rangement et le nettoyage final ont coïncidé avec la transcription en un exemplaire bien rangé, destiné à servir de modèle pour les essais de test avec les amis et pour son travail de perfectionnement ultérieur. En somme, si l'on fait abstraction de la copie clandestine, qui ne dépendait pas directement de Jean, on dispose déjà d'un contexte pour l'existence au moins de l'archétype et du sous-archétype epsilon, si ce n'est aussi du manuscrit S. Dans la seconde page de votre exemplaire, vous avez un fichier de ces premières copies. Les copistes de Canterbury, en partie les mêmes copistes que ceux du manuscrit S, ont également réalisé la copie de dédicace pour Becket C. Certes, assez rapidement, puisqu'il était le premier destinataire officiel de l'œuvre. Il y avait ensuite 2 destinataires secondaires. William lui-même, qui s'était pour ainsi dire servi lui-même, et le prieur de Canterbury, Odon. La copie destinée à ce dernier était certainement le manuscrit Delta. J'espère que vous le voyez assez dans l'image. Transcrit à partir de C
est devenu modèle à son tour pour un manuscrit conservé, B, qui appartenait à la Battle Abbey, dont il devint abbé en 1175. Tout se tient. Il emporta Delta avec lui dans son nouveau siège, où il servit plus tard de modèle à B. Un autre descriptus de C peut également être mis en rapport avec les liens personnels de l'auteur et de Becket. Le manuscrit A, qui a appartenu à Simon de Saint-Alban. Il dépend d'un intermédiaire bêta où le texte a été corrigé et noté avec des lésions de S ou de epsilon. En pratique, Becket a transmis une copie de son exemplaire C à son ami Simon, puis Jean a lui-même fourni un exemplaire des siennes pour la collation. Du manuscrit bêta ainsi annoté, Simon a tiré une nouvelle copie propre A. Une fois de plus, les données textuelles sont en harmonie avec les circonstances concrètes. Les manuscrits conservés et se déduit sur une base philologique correspond au lien biographique de l'auteur. Il en va de même pour la tradition française de l'œuvre liée à l'exil. Je n'entre pas dans le détail, mais les deux manuscrits H et P peuvent être rattachés à ces moments de l'exil. Je laisse l'argument parce que je n'ai plus le temps de lire tout. Je rappelle seulement une possible hypothèse qui concerne la famille Mi. Le descendant tardif de Mi T a été exécuté à la cour d'Angleterre. Donc l'hypothèse est que même Mi puisse être lui-même une copie envoyée à la cour du roi du temps de Jean. Et peut-être, si on va trop loin dans la supposition, ce n'est pas un hasard si Mi est précisément la famille dans laquelle les derniers et plus acides variantes dans la description des exploits d'Henri II n'entrent pas. Or, dans ce contexte mouvementé de relations et de déplacements personnels, on comprend en somme comment le texte nous est parvenu dans cet état. Les secondes pensées de l'auteur se sont matériellement répandues dans plusieurs manuscrits simultanément, et peut-être pas toujours de la manière ordonnée que nous voyons dans S. On peut deviner que les copistes qui se sont retrouvés à reproduire l'archétype et les sous-archétypes pleins d'annotations, de corrections, ont eu du mal à toujours interpréter correctement ce qu'il fallait faire. Certaines des divergences que nous constatons dépendent sans doute aussi de cette difficulté. Le paradoxe dans cette situation est que le mirage de pouvoir faire coïncider le texte idéal, le concept classique de la philologie, de la dernière volonté de l'auteur, avec un objet matériel, est dissous. En effet, même S, l'exemplaire personnel de Jean, ne représente pas ce texte parfait. En tant que copie, et même pas la première copie tirée du dossier original, elle est entachée d'erreurs de transcription que même la révision minutieuse qu'il a menée n'a pas complètement éliminées. À certains endroits, d'autres manuscrits sont meilleurs, manuscrits qui d'ailleurs sont restés incorrects ou dépassés par les révisions de l'auteur à d'autres endroits. Mais il y a plus ou pire. Ce qui se passe dans certains cas fait même soupçonner qu'il n'y a pas eu de volonté finale, même dans l'esprit de l'auteur. Par exemple, dans un passage, Jean semble avoir supprimé une partie du texte pour faire de la place à un ajout qui l'intéressait davantage. Mais il a ensuite décidé de la récupérer également. Il s'agit de la variante la plus complexe de la série, mais nous allons essayer de l'aborder très brièvement. Vous pouvez lire le texte... pas lire, regardez le texte dans l'exemplier et en couleur également sur l'écran. Après ce menu, Jean répond le commentaire de Macrobe et ajoute un commentaire de son cru sur le fait que même les contemporains se livrent aujourd'hui à ces excès. Et il évoque ensuite les Saturnalia comme source pour la liste des plats. Et enfin, propose un exemplum dont il a été le témoin direct, un banquet dans les Pouilles. Toutes ces parties se retrouvent dans tous les manuscrits sans aucun signe d'anomalie. Or, si nous examinons ce passage dans le manuscrit S, nous avons la clé pour comprendre ce qui s'est passé, à savoir
que le menu n'était qu'une partie du problème. Car dans S, tout ce qui suit, du commentaire sur le menu à l'épisode contemporain, est écrit sur grattage. La partie qui, à première vue, ne semblait pas en cause. Un calcul de l'espace occupé par le texte précédant le grattage, ce que j'appelle ligne normale, qui était 21, et par le texte réécrit par S2, les lignes comprimées, qui sont 24, clarifie tout. Sans entrer dans le détail, que vous pouvez le voir dans la tabelle, les 21 lignes originales comprenaient le menu et le commentaire qui le suivait, mais pas la référence au Saturnalia ni l'épisode apulienne. Désirant ajouter cet épisode à son manuscrit S, Jean a dû sacrifier quelque chose pour faire de la place dans la colonne. Et la victime est la liste des plats, qu'il remplace avec la référence. Voyez les Saturnalia. Ces ajouts dans le manuscrit S, nous l'avons vu, ne sont pas visuellement gênants, ne touchent pas au marge, sauf pour des très brèves expressions, non pour des blocs entiers de texte. Mais se font une place par la voie plus discrète du grattage de la réécriture. Cela nous apprend quelque chose de très important, à savoir que Jean a calibré ses révisions en tenant également compte de la matérialité du manuscrit qui devait les accueillir. Une perspective évidente pour un auteur médiéval, habitué à penser le texte comme un tout, avec l'objet physique dans lequel il prendrait forme. Un manuscrit fait de feuillets d'une certaine taille, avec l'écriture disposée d'une certaine manière, avec tous les dispositifs paratextuels qui compléteraient l'expérience du lecteur. Il nous est facile de l'oublier, surtout aujourd'hui où le texte est devenu éminemment une abstraction numérique, modifiable et reproductible à l'infini. Mais pour eux, cela est la dimension incontournable de l'écriture. Cette nouvelle version du passage ainsi arrangée sur S devient alors le modèle auquel les autres exemplaires sont adaptés comme d'habitude, de façon à obtenir partout ou presque partout le même texte final. Presque, car il y a les deux exceptions de C après la correction et de la famille Mi, qui n'ont pas, attention, la toute première version sans l'épisode contemporain, mais une version qui l'on pourrait appeler sommative, où le menu et l'épisode apulien sont placés côté à côté. En effet, en dehors de la contingence matérielle de cette modification, Jean pourrait bien avoir regretté ce beau morceau d'érudition qu'il avait fait effacer sur S et décidé qu'il pourrait être récupéré. Quelle est donc sa dernière volonté? Y en a-t-il une, à proprement parler? Le cas du Polycarticus nous apprend beaucoup sur la manière dont il faut considérer le processus de création et de diffusion d'une œuvre médiévale. Nous tendons à voir les variantes d'auteurs comme des choix très pondérés qui signent un avant et un après précis. Parfois, au contraire, ils peuvent avoir été occasionnels ou pas tout à fait libres, déterminés même par des considérations matérielles, codicologiques, qui valaient au moment pour un manuscrit donné, mais non plus pour un autre, ce qui rend très glissant le sol sous les pieds du philologue. La publication n'était pas l'affaire relativement linéaire qu'on pourrait penser. D'habitude, nous n'avons pas la chance de voir de si près l'auteur à l'œuvre et ne voyons que les effets contradictoires de ces procédures. Jean est un des cas de documentation exceptionnelle qui fait de la lumière potentiellement sur beaucoup d'autres. Je vous remercie.